Je suis Samuel Comblé, je suis psychologue de l'enfant et de l'adolescent de formation et directeur des opérations de l'association e-Enfance et du numéro 3018. L'association e-Enfance existe depuis 2005 et sa mission, c'est de protéger les mineurs sur Internet. Pour ça, on a deux champs d'action, un champ de prévention où on va, dès le CP jusqu'à la terminale, expliquer aux élèves comment utiliser les réseaux sociaux, les outils numériques, les jeux vidéo, de la manière la plus responsable, citoyenne et sécurisée possible. On s'adresse aussi aux parents et aux professionnels. Le deuxième champ d'action, c'est de gérer le numéro national pour aider les victimes de violences numériques, qui s'appelle le 3018. Ce numéro est un numéro vert, gratuit, accessible de 9h à 23h tous les jours de l'année. Et sur ce numéro, il y a des psychologues, des juristes, des spécialistes des réseaux sociaux qui viennent en aide aux victimes de violences numériques et également qui sont là pour soutenir les parents et les professionnels quand ils ont des questions sur les usages numériques des jeunes. Alors sur le 3018, n'importe qui peut nous appeler, que ce soit un enfant, un adolescent ou un parent ou même un professionnel. C'est vrai que majoritairement, ce sont plutôt les adolescents qui s'adressent à nous parce que c'est certainement ceux qui sont les plus victimes de violences numériques. Mais un parent peut nous appeler également quand il a besoin de conseils pour installer un logiciel de contrôle parental, parce qu'il a besoin de réfléchir sur la façon dont il va accompagner son enfant sur les réseaux sociaux. Et donc on peut tout à fait appeler nos spécialistes justement qui sont rodés à accueillir tout type de public. Alors aujourd'hui, on le sait, les réseaux sociaux, les outils numériques de manière générale ont pris beaucoup de place dans la vie des enfants et des adolescents. La crise sanitaire que nous avons vécue a considérablement augmenté à la fois le taux d'équipement des enfants et aussi le temps qu'ils passent sur ces différents outils numériques. On peut constater à l'association e-Enfance qu'il y a un rajeunissement de ces usages où on voit des enfants dès le primaire qui commencent déjà à utiliser ces outils numériques de manière très autonome et puis qu'ils commencent aussi à s'inscrire sur des réseaux sociaux sans malheureusement toujours suffisamment de prudence et sans l'accompagnement des adultes qui seraient en charge de pouvoir les aider. Et puis globalement, on voit pour les adolescents, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, une augmentation de ce temps de connexion. C'est souvent d'ailleurs ce que les parents et les professionnels nous renvoient, c'est que ça prend beaucoup de place dans leur vie et malheureusement parfois au détriment d'autres activités essentielles pour leur construction, des relations sociales, faire du sport, dormir, avoir des activités qui vont les aider à se construire. C'est vrai que c'est une activité, le numérique, qui prend vraiment beaucoup de temps, à la fois de manière physique et puis dans la tête des adolescents qui peuvent parfois être très préoccupés par les likes, par le nombre de personnes qui vont les suivre sur ces réseaux. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'apporter un cadre qui soit, je dirais, qui leur permette de se protéger peut-être de ce temps excessif qu'ils peuvent parfois, pour certains d'entre eux en tout cas, passer sur les écrans, pour pouvoir leur dire que bien sûr, il est normal qu'en 2023, on utilise les réseaux sociaux, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'autres activités essentielles pour leur croissance, leur développement. Alors c'est vrai que le Covid a donné une grande place aux écrans parce que les enfants ont dû tout d'un coup, quasiment du jour au lendemain, devenir utilisateurs des outils numériques pour continuer à aller à l'école, pour continuer à entretenir le lien social avec leur famille, avec leurs amis. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes qui se sont projetés dans cet univers sans forcément avoir l'accompagnement dont ils auraient normalement dû bénéficier par leurs parents ou par les professionnels. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'enfants et d'adolescents, je dirais, un peu livrés à eux-mêmes et avec aujourd'hui quelques difficultés pour revenir en arrière, pour retrouver un petit peu la maîtrise de ces écrans, à la fois en termes de temps, et puis au niveau aussi des activités. On a à l'association, par exemple, une préoccupation pour les contenus que les enfants ou les adolescents peuvent regarder, les contenus à caractère sexuel, les images pornographiques, les images violentes. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de les aider à s'éduquer à cette utilisation des outils numériques, à faire en sorte que les outils numériques soient un outil qui leur permette de se divertir, de communiquer, d'apprendre, et pas des outils qui leur fassent du mal ou qui leur permettent de faire du mal aux autres.
Alors, c'est une bonne question. Pourquoi les gens vont sur Internet de manière très générale et pourquoi les écrans attirent autant? Tout simplement parce que tout est fait pour qu'on y soit pour qu'on soit attiré par ces écrans, pour qu'on y soit parfois addict même. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont basés sur à la fois le lien social. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'être en lien avec notre entourage, avec des amis et de pouvoir se sentir aimé, de se sentir apprécié au travers des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est aussi quelque chose d'agréable et c'est pour ça aussi qu'il y a une attirance pour ces réseaux parce qu'on va pouvoir montrer des contenus, on va pouvoir savoir que ces contenus plaisent, on va se faire aimer d'une certaine manière grâce à ce qu'on peut diffuser sur les réseaux et ça participe aussi à cet engouement que les réseaux sociaux peuvent provoquer au sein de la population. Et puis pour les adolescents, pour les enfants, c'est aussi un endroit où on va pouvoir être entre soi, un peu éloigné des parents. Quand on commence à grandir, on a besoin de se forger sa propre identité, de pouvoir peut-être prendre un petit peu de recul justement par rapport à ce que les parents ont pu nous inculquer, de grandir tout simplement. Et c'est vrai que la communauté offerte par les réseaux sociaux va contribuer pour ces adolescents à s'autonomiser, à trouver son propre chemin. Et c'est vrai que d'être comme ça un peu en parallèle de la vie familiale sur des réseaux où les parents n'ont pas forcément accès, je pense que c'est nécessaire, c'est important pour que l'adolescent apprenne aussi à se connaître au travers de la connaissance des autres. Alors les jeux vidéo aujourd'hui, je crois que près de 80% de la population française l'utilise. De 7 à 77 ans, aujourd'hui, les jeux vidéo sont très présents, contrairement à encore il y a quelques années où c'était peut-être plus les mineurs qui les utilisaient. Aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu une activité de loisir grand public. Donc il n'y a pas de raison évidemment que les enfants et les adolescents ne s'en saisissent pas. C'est vrai que les jeux vidéo aujourd'hui ont cette particularité d'être connectés à Internet. On ne joue plus contre sa machine, on est aujourd'hui en liaison avec un nombre considérable de joueurs, parfois à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, les jeunes utilisent les jeux vidéo avec un casque où ils vont parler à leurs coéquipiers, ils vont pouvoir collaborer, échanger, parfois même en anglais. Ça va permettre du coup de développer aussi certaines capacités. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont permises aujourd'hui grâce aux jeux vidéo, au-delà même de développer aussi une certaine compétence pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir essayer de se sentir aussi capable de faire avancer un groupe de joueurs, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses et je pense qu'aujourd'hui, je cite un petit peu comme ça les choses de manière globale parce que le jeu vidéo est devenu au-delà de quelque chose de divertissant, ça peut être aussi un moyen pour certains mineurs d'y trouver ce qu'ils ne trouvent peut-être pas dans la vie hors ligne. Peut-être le fait de se faire apprécier, justement, le fait de se sentir peut-être plus fort, plus courageux qu'ils ne le sont dans la vie à l'extérieur. Et c'est vrai que ces jeux vidéo aujourd'hui sont des formidables opportunités pour les jeunes pour apprendre à s'ouvrir sur le monde, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on a parfois encore, je dirais, l'image un peu vieillotte de ces jeux vidéo un peu, inutiles, avec quelque chose un peu basique. Et je pense qu'il faut vraiment voir le jeu vidéo aujourd'hui comme un média d'abord très utilisé par les jeunes, donc il faut pouvoir les accompagner, pouvoir leur montrer aussi que il y a cet intérêt qui peut être partagé par les adultes. Et c'est vrai que le côté peut-être plus négatif du jeu vidéo, c'est que à partir du moment où on est au sein d'une communauté, parfois même avec des gens qu'on ne connaît pas, le revers de la médaille peut être le cyberharcèlement, une certaine forme de pression, une certaine forme de déception aussi. On a parfois sur le 30-18 certains ados qui nous appellent parce que ils ne vont pas bien, parce qu'ils n'arrivent pas à jouer correctement sur leur jeu vidéo. Alors avec nos yeux d'adultes, ça peut paraître un peu risible parce qu'on se dit mais pourquoi un tel impact d'un jeu? Ça montre toute l'importance justement que les jeux vidéo peuvent avoir dans la vie de certains adolescents et de ne pas se sentir suffisamment fort pour faire avancer son équipe ou se sentir un peu mis de côté par ses coéquipiers dans un jeu vidéo. Ça peut être extrêmement impactant sur le plan du bien-être pour les adolescents. Et ça, c'est effectivement le côté peut-être plus noir des jeux vidéo.
Alors c'est vrai que le cyberharcèlement, c'est le sujet numéro 1 pour lequel on nous appelle sur le 3018, ce qui montre que il y a c'est une vraie problématique, d'abord très présente en termes de masse. Dans la vie des adolescents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains adolescents considèrent presque que le harcèlement fait partie de la vie normale, qu'aujourd'hui, les relations entre individus doivent être, je dirais, à caractère harcelant, ce qui peut paraître assez étonnant, puisque c'est aussi notre travail de leur dire, bah non, il n'y a pas de raison de se sentir comme ça mis sous pression sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de raison d'avoir ces messages répétés ou agressifs, donc il faut vraiment sortir de cette image d'Épinal et permettre aux ados de considérer que des relations entre êtres humains, elles doivent être faites de relations calmes, paisibles, respectueuses de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, ne pas avoir de présence numérique, c'est quasiment ne plus exister en tant qu'adolescent. Donc certains ados sont un peu coincés, ils auraient peut-être besoin parfois de se mettre un petit peu à l'écart de ces réseaux sociaux pour se protéger parfois de cette haine, de cette violence que l'on peut constater parfois. Et en même temps, ils ont besoin d'y être parce qu'ils ont besoin de s'appuyer sur le groupe, ils ont besoin de savoir tout simplement ce qui s'y passe. Et c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Et je dirais que c'est surtout compliqué pour les filles qui sont les principales victimes de ce harcèlement, même s'il y a aussi du harcèlement chez les garçons. Mais c'est vrai que les jeunes filles collégiennes sont les principales victimes parce que tout simplement c'est l'âge à partir duquel on commence vraiment à être autonome sur son téléphone. Les parents prennent un petit peu de distance sur la surveillance qu'ils accordaient auparavant concernant les usages numériques de leurs enfants. Et c'est vrai que c'est les premiers moments d'expérimentation avec malheureusement aussi des situations où l'adolescente va se retrouver en difficulté relationnelle avec un harceleur et comme les parents ne sont pas toujours présents ou l'adulte de confiance n'est pas toujours présent non plus pour l'aider, bah, ça peut être une situation de harcèlement qui va commencer à se mettre en place. Alors la pornographie a toujours fait partie du monde numérique puisque au tout départ, si Internet a eu du succès, c'est parce que 60% des contenus étaient à caractère pornographique. Aujourd'hui, la pornographie est encore très présente sur Internet et c'est vrai que les adolescents utilisent la pornographie comme une espèce de mode d'emploi, de guide mode d'emploi de leur sexualité à venir. C'est vrai que les adultes en France, ils ont du mal à parler de sexualité, on a du mal à faire de l'éducation à la sexualité et à la vie affective. Donc les ados, ils nous disent, bah, si vous, en tant qu'adulte, vous n'avez parfois pas le courage ou vous n'avez pas l'envie ou le temps de nous expliquer ce qu'est la sexualité, parce que ça, voilà, c'est des choses qui nous intéressent, parce qu'on en entend parler, parce qu'on en voit dans les séries télévisées, etc., bah, on va se tourner vers une source que l'on croit être fiable, gratuite, facile d'accès. Ce sont les images pornographiques. Et c'est, je dirais un peu, enfin c'est même très problématique, je dirais, de savoir que des adolescents, parfois même des enfants, aillent sur ces images pornographiques parce que c'est tout sauf un guide mode d'emploi de la sexualité des adultes. La pornographie, elle n'explique pas la sexualité, elle renvoie du contenu en vue d'exciter un adulte. C'est pour ça que ça a été créé. C'est aussi pour ça que c'est interdit avant 18 ans. Une fois qu'on a bloqué, je dirais qu'on a répondu qu'à la moitié du problème. Il faut aussi expliquer. Ce qui est très inquiétant, c'est que de plus en plus d'enfants, de plus en plus jeunes, sont confrontés à ces images. Et la première des réactions qu'un petit enfant peut avoir quand il est confronté à ces images, c'est surtout de ne pas en parler à ses parents. Or, je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est justement pouvoir ouvrir le dialogue et faire en sorte que ces images ne lui restent pas dans la tête parce qu'elles sont parfois traumatisantes, elles peuvent être très impactantes et souvent les enfants ont du mal à en parler parce qu'ils ont peur que les parents les empêchent en fait d'être sur Internet. Ils vont tout simplement tout couper pour les protéger certes, mais pour l'enfant ça va être vu comme une sanction. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir ce dialogue, se dire que malheureusement la pornographie est très présente dans les usages numériques des jeunes et faire en sorte d'accompagner, mais d'accompagner pas uniquement en bloquant, en expliquant aussi ce qu'est la sexualité me paraît indispensable. Nous, à l'association e-Enfance, on a fait le choix de la prévention la plus précoce possible. C'est pour ça qu'on commence dès 6 ans, dès le CP, de la classe de CP, à parler de pornographie, de pédophilie en ligne, parce que parfois les enfants peuvent être confrontés à ces problématiques. On va parler de harcèlement, parce que la moitié des élèves de primaire sont inscrits sur les réseaux sociaux, alors que normalement ils ne sont pas censés y être, mais ils y sont, donc il faut accompagner ces usages. Et donc on développe des programmes adaptés à chacun des âges, évidemment,
des enfants ou des adolescents auxquels on va s'adresser. Et on va donc partout en France, on est agréé par le ministère de l'Éducation nationale et nous avons en 2022 par exemple sensibilisé 200 000 personnes sur tous ces sujets, sur toutes ces problématiques, pour faire en sorte que quand on est devant son écran, eh bien, on puisse agir, je dirais, en conscience des risques que l'on peut prendre. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir être respectueux de soi et des autres, et de pouvoir considérer que la sphère numérique, c'est la vraie vie. Hein. On dit parfois qu'il y a une différence entre la sphère numérique et la vraie vie. Non, tout ça crée un ensemble cohérent. Ça reste la société. Il faut que les jeunes puissent comprendre que devant un écran, on n'est pas protégé, que la loi est la même et qu'il faut agir de manière, je dirais, responsable. Ça, c'est le premier champ. Et la deuxième chose que nous faisons à l'association e-Enfance, c'est d'aider malheureusement les victimes. Et donc le 3018, c'est justement le numéro pour aider les victimes de ces violences. On a tendance à dire c'est une ligne d'écoute. Et moi, j'ai toujours tendance à rajouter et une ligne d'action. Une des grandes forces, par exemple, du 3018, c'est d'être capable de faire supprimer des contenus préjudiciables, illicites, qui seraient apparus sur les réseaux sociaux de manière extrêmement rapide. Depuis plus de 15 ans, le 3018 est en contact avec tous les réseaux sociaux. On a des accords de confiance avec ces réseaux et nous sommes signaleurs de confiance pour pouvoir faire en sorte que les victimes soient entendues par ces grandes sociétés qui n'ont pas forcément des systèmes de communication comme le nôtre, souples, par téléphone, par une application, par chat, par mail. On peut rentrer en contact avec nous et expliquer une situation que nous allons dans un premier temps qualifier. Nous avons des équipes de juristes qui sont capables de comprendre la situation, de pouvoir la qualifier en correspondance avec le droit français et de pouvoir faire remonter ces situations au réseau social. Comme nous savons bien faire ces signalements, comme nous les faisons rapidement et puis que surtout on a travaillé justement cette confiance avec les réseaux sociaux, eh bien les réseaux sociaux réagissent extrêmement rapidement. En quelques heures, encore une fois, on a la capacité de faire avancer une situation et d'éviter, je dirais, la viralité de transmission des contenus qui, on le sait, sur Internet sont très, très rapides. Alors sur le 3018, on a une équipe de 20 écoutants qui sont juristes, psychologues, spécialistes des réseaux sociaux, tous formés à la protection de l'enfance et capables d'accueillir tous les publics. C'est important de se dire que sur le 3018, on aura forcément quelqu'un qui saura adapter son discours à un enfant, un ado, un parent ou à un professionnel. On peut arriver au 3018 avec son émotion, avec parfois sa colère, avec sa tristesse ou son inquiétude et faire en sorte qu'il y ait un avant et un après l'appel. Et puis surtout qu'il y ait une action qui a été engagée. Ça peut être le retrait des contenus sur les réseaux sociaux. On travaille également avec Pharos, la police du net. On peut faire des remontées aussi d'informations auprès de cette plateforme. On travaille avec le 119. Le 119, c'est le numéro national pour aider les victimes de maltraitance. Et donc c'est un numéro important qui permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de pouvoir signaler des situations où un mineur serait maltraité. On travaille aussi avec le ministère des Sports parce que je parle beaucoup de l'éducation nationale, mais le harcèlement il est dans tous les moments de la vie de l'enfant et le cadre des loisirs, le cadre sportif, le divertissement peut être aussi un endroit où on peut être victime de violences numériques et donc on travaille avec ce ministère, puis on travaille avec la police, avec la gendarmerie et avec l'éducation nationale puisqu'on nous sommes aussi capables de faire remonter des situations de harcèlement, je dirais classiques, le terme n'est pas très joli, mais on s'entend, ça veut dire des situations où des élèves se harcèlent dans le cadre scolaire et où certaines situations continuent après sur les réseaux sociaux. Donc des élèves qui se connaissent au sein de leur école et qui continuent sur Snapchat, Instagram à se harceler, eh bien nous allons être capables de prendre en charge la totalité de la situation, à la fois dans le cadre scolaire, en faisant une remontée d'informations auprès du ministère de l'Éducation nationale, et on va aussi s'occuper évidemment de la partie numérique et en remontant des signalements auprès des réseaux sociaux. Quand on est victime de violences numériques, ce qu'on entend souvent, c'est
qu'on se sent très seul, on ne sait pas vers qui se tourner, on a l'impression qu'il n'y a aucun système pour pouvoir nous aider, aucun service. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, il existe peut-être pas suffisamment encore de services, mais il en existe en tout cas un, le 3018, et nous avons notamment une application qui est très facile à trouver sur les stores, elle est gratuite, on peut la trouver aussi via notre site internet, et je dirais qu'un outil que je conseillerais, c'est de télécharger cette application et de le faire même quand on n'a pas encore été victime, en espérant qu'on ne le soit jamais évidemment, mais de considérer que l'application 3018, c'est une espèce de petit compagnon de route quand on est sur son réseau social ou sur son jeu vidéo, et que si à un moment on a besoin d'avoir un soutien, eh bien il suffira d'utiliser cette application. Elle a plusieurs intérêts, cette application. Elle permet évidemment de communiquer avec un de nos opérateurs. Elle permet aussi de charger des éléments de preuve dans un coffre-fort numérique et sécurisé. Et une fois que les éléments de preuve sont dans le coffre-fort numérique et sécurisé, donc on va pouvoir les transmettre à nos opérateurs de manière extrêmement rapide. Quand ils sont dans le coffre-fort, ces éléments de preuve, ils seront protégés, on peut les supprimer de notre téléphone et il n'y aura pas de risque de diffusion. Et cette application, c'est vraiment un lien très fort et je dirais très efficace avec nos opérateurs pour faire en sorte que on se sente moins seul justement en tant que victime. Les réseaux sociaux n'ont pas forcément de système de prise en charge de ces victimes. On est là, le 3018 est là justement pour aider les enfants, les ados, les parents, les professionnels. Il faut vraiment considérer le 3018 comme un outil qui existe, qui fonctionne, qui est gratuit, anonyme, confidentiel, très facile d'accès. Et de 9h à 23h, 7 jours sur 7, le 3018 est là pour aider ceux et celles qui nous appelleront.